Bienvenue pour un nouvel épisode au cœur du relais. Alors aujourd'hui à côté de moi, j'ai une personne qui est bénévole, qui est une équipe qui est dans un stand. Alors je vais te laisser me donner et me rappeler ton prénom et le nom du stand. Je m'appelle Marion et le nom de l'équipe du stand, c'est Les Amis à quatre pattes contre le cancer. Alors ça, c'est un sujet qui est super important. Oui. Parce que les gens qui nous écoutent, auditeurs et auditrices, pourraient se dire « Que fait une histoire d'animal à quatre pattes dans un truc humain où on parle de cancer ?» C'est quoi le lien C'est quoi le lien ? Et Qu'est-ce je peux qui- peut-être répondre à ça, tu me diras si j'ai tort, je vais essayer de deviner, mais moi Oui. j'ai un sentiment profond, je suis même persuadé de cela. Oui. L'animal à quatre pattes, l'animal que l'on caresse, scientifiquement, il était démontré que le fait d'avoir un simple chien, un simple chat que l'on caresse tous les jours diminue le risque de maladies cardiovasculaires énormément. Et en fait, l'animal est capable de détecter la souffrance, est un réconfort, est une valeur de don d'amour plus immense que toute la planète humaine réunie. Et les animaux à quatre pattes sont nos meilleurs amis. Il n'y a pas plus sincère qu'un animal. Voilà, ça c'est ma réponse. Est-ce que j'ai répondu ? C'est clair est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des études scientifiques pour le prouver ? Je ne pense pas. Maintenant, les choses qu'on peut penser ou sentir intuitivement, c'est vrai qu'on a peut-être besoin d'en passer par la science pour le démontrer. Et il y a de plus en plus d'études en ce sens-là. D'ailleurs, on en parle sur le stand, qui montrent qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle the pet effect, c'est-à-dire tout ce que l'animal nous apporte en termes de bien-être physique mais aussi mental. Donc on démontre les effets sur le système cardiovasculaire, sur le sentiment de bien-être que ça apporte au quotidien. Ça amène à bouger plus aussi au quotidien. Enfin voilà, donc il y a énormément d'effets qui sont intuitivement ressentis mais qui ont été, je vais dire, prouvés par des études encore très récemment. Donc ça c'est pour un peu monsieur et madame tout le monde évidemment. Il y a aussi énormément d'études qui se font maintenant pour entraîner les chiens à détecter, par exemple aussi le cancer. Les chiens qui peuvent détecter précocement certains cancers. Et puis quand la maladie survient, tout le monde peut imaginer que ça apporte d'avoir ce soutien de cet être qui, sans une parole, arrive à nous réconforter, qui est là auprès de nous. L'amour qu'il donne, et je rajoute avec ce que tu viens de dire, non seulement l'amour, mais l'humilité que nous devrions avoir et d'arrêter d'être prétentieux, de pensant que l'homme est supérieur à l'animal. Tout à fait. On est en train de dire ici, je ne sais pas si vous réalisez, qu'un animal est capable de percevoir ce que des scanners ou des machines ou des médecins diplômés à l'université ne peuvent pas toujours détecter tout de suite. Et eux, spontanément, ils le sentent. Oui. C'est incroyable. Et c'est difficile encore. Il y a encore tellement de choses à démontrer. La science doit encore démontrer énormément. Mais c'est clair qu'ils sentent bien souvent la maladie ou même au-delà l'état émotionnel ou physique d'une personne. Ils ont accès probablement à des niveaux de conscience aussi qu'on n'a pas encore vraiment développés. On est encore sur un niveau très très humain, mais il faut un petit peu dépasser tout ça pour voir du point de vue de l'animal ce qu'il peut nous apporter. Mais en tout cas, c'est clair que voilà, souvent les êtres humains, ils savent pas quoi faire de la douleur, ils savent pas quoi faire de la souffrance. Ils ont envie de dire des phrases et puis souvent c'est un peu à côté. On sait pas quoi faire de tout ça. Et un animal, il est là, juste il est là. Il vit dans l'instant présent, au jour le jour. On a beaucoup à apprendre de la manière dont les animaux abordent la vie. La souffrance, la maladie aussi même. Voilà, et donc ils sont en général très, résilients, très endurants par rapport à la souffrance. Donc vraiment, c'est des modèles et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a choisi d'être là aujourd'hui. C'était une de mes questions. J'allais te demander pourquoi être présent. C'est la première année que tu participes ? Oui, parce que en fait, je connais via la présidente du Relais pour la vie de Braine-l'Alleud, Catherine. Je connais Noël aussi et Caroline qui sont de la famille donc de Catherine et Hugues. On s'est rencontrés au fil des événements animaliers, ça s'est mis. Et ils ont proposé, de venir sur le stand, venir proposer une petite activité pour les chiens, donc une petite plaine de jeu où ils peuvent un peu se détendre, où ils peuvent un peu jouer et aussi apprendre à développer la complicité avec leur maître. Il y a plein de toutous d'ailleurs aujourd'hui. Il y a plein de toutous, c'est très gai. Moi, je suis au paradis là. Et puis on parle aussi donc des études et tout ça, on parle un petit peu. Et alors ce qui est touchant, c'est qu'on part un petit peu de la science et on en arrive après à justement ce qui est beaucoup plus subjectif et les gens viennent raconter un petit peu leur histoire. Ils témoignent. Ils témoignent qu'on part d'un peu de l'objectivité, des faits établis pour aller vers finalement les histoires particulières de chacun qui à la fois, il y a des choses qui se retrouvent chez chaque histoire, chaque personne qui est confrontée au cancer et chaque histoire est différente en même temps. Pour clarifier, Noël, il a un stand où il vend du matériel en fait pour les animaux. Oui, une partie est reversée au relais. Alors peut-être, j'espère ne pas dire de bêtises, je pense qu'il n'y avait jamais eu d'équipe, on va dire, tournée chien. Ouais, c'est ça. C'était un peu une innovation et en même temps ça fait tout à fait sens. On se demande pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Et il participe en fait, je veux dire. Voilà. Et toi, tu es dans son stand. Et moi, je suis dans son stand. Comme bénévole. Il y a plusieurs autres activités. Il y a aussi une partenaire qui est là pour faire des soins bien-être, des soins énergétiques. Il y a aussi un atelier de confection de jouets pour chiens. Voilà, il y a plein de choses. Alors, comme super le monde chouettes. est petit, on m'a dit aussi que tu avais ta propre association. De quoi est-ce qu'on parle ? On peut en toucher un mot rapidement, Oui. même si c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai envie d'en toucher un mot.
Qu'on sache d'où tu viens et quelle est ta passion. Ah oui, parce qu'on n'arrive pas là comme ça par hasard. Ben non, évidemment. voilà, exactement. J'ai créé avec des amis et mon compagnon il y a 10 ans une association qui s'appelle Nothing But Pets et qui finalement était tournée vers le bien-être animal, qui voulait organiser des ateliers, des activités, aussi pouvoir référencer des professionnels. Sur son site, parler des bonnes pratiques en matière de bien-être animal et de bien-traitance, on va dire, de l'animal. Et avec ce qu'on a dit au début, on comprend que si l'animal va bien, son maître va mieux aussi. Voilà, ça va ensemble. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas se contenter, entre guillemets, de soigner leur animal correctement. Ils veulent aller vers la meilleure qualité de vie possible. Et donc, ça s'est tellement bien développé que les activités se sont un petit peu déployées dans toute la Wallonie. Et puis, on a créé plus dernièrement, mais ça fait déjà 5 ans maintenant, aussi un refuge pour lapins et cochons d'Inde, qui sont un peu, on va dire, les parents pauvres dans la protection animale. C'est vrai. Puisqu'il y a peu de refuges qui sont spécialisés vraiment. En général, ils aboutissent dans les refuges un peu tout venant. C'est des animaux qu'on voit partout, mais qu'on connaît très peu. Il y avait une forte demande. On a décidé de créer ça. Nos journées sont bien remplies. J'imagine. Comment ça te touche, le cancer? Parce qu'on parlait des raisons qui te motivent à venir. J'imagine que ça te touche aussi, la cause. Oui. Est-ce que tu as des proches concernés? C'est indiscret de te poser ce type de questions? Non, c'est pas indiscret du tout. C'est pas justement. Alors après, chacun place sa pudeur là où il le souhaite. Je pense que rares sont les gens qui ne connaissent pas quelqu'un qui a été atteint par le cancer. Moi, j'ai plusieurs proches, même déjà, j'ai 41 ans bientôt, mais même plus jeune, j'ai connu des amis qui sont partis très jeunes. Et puis moi-même, j'ai été malade quand j'avais 1 an et demi. J'ai eu un rétinoblastome, donc un cancer de l'œil chez l'enfant, qui est relativement rare. J'ai été soignée par des équipes absolument formidables à Saint-Luc. La question, c'est est-ce que ça a joué un rôle? Bien sûr. Voilà, donc on est bien Bien clairement dans une situation Bien où toi, tu te sûr. sens concerné aussi. Bien sûr. Tu connais le combat, tu connais Bien un sûr. peu ce qui se passe dans le mental Bien et dans sûr. le vécu. Oui. J'ai eu ce cancer de l'œil quand j'avais 1 an et demi. Je refais face à la maladie maintenant en tant qu'adulte. Donc j'ai 3 maladies chroniques, dont une qui demande des traitements chimiothérapeutiques pour éviter justement le cancer. Et donc la maladie, c'est mon quotidien. Et je suis touchée profondément par ça. Et je sais aussi à quel point la recherche, la prévention est importante et aussi tout ce qui permet de venir soutenir les malades. J'ai eu des choses dans la prise en charge des patients, comme par exemple des ASBL, qui venaient en aide aux enfants qui avaient des cancers hémato-oncologiques. Ils ont vraiment créé un changement déterminant dans ma trajectoire. Merci déjà pour ce partage. Je suis désolé d'entendre que tu es encore confronté à devoir te battre. Le corps médical a ses qualités. Il a aussi parfois des choses qu'il peut améliorer, notamment dans le dépistage et puis dans les façons d'annoncer les choses aux patients. Est-ce que tu as des remarques ou des partages à faire sur cet aspect-là? Parce que j'ai entendu une journaliste qui me disait récemment, statistiquement, quand un homme et une femme se plaignent avec la même plainte de symptômes, malheureusement, parfois, et même souvent, la femme, on a tendance à lui dire on va prendre un petit antidépresseur, ça ne va pas très bien à la maison, c'est ça. Et on va peut-être prendre moins vite le relais de faire des examens approfondis que chez un homme, ce serait plus facile. Ça te parle, ce genre de feedback? Je ne sais pas si c'est en termes de genre. C'est pas forcément évident d'identifier les symptômes, d'en référer suffisamment vite, d'être pris au sérieux. L'errance médicale, je connais. Clairement, pendant des années, à s'entendre dire qu'à tel âge, on n'est pas fatigué. Ma mère, quand elle disait, quand j'avais 1 an et demi, que j'avais un problème à mon œil, que c'était pas normal, on ne l'a pas cru. On l'a accusée d'être dépressive, de dire qu'elle avait 4 enfants, qu'elle était fatiguée, qu'il fallait qu'elle arrête. Tu viens de confirmer ce que je viens de dire. C'est triste à dire, mais tu viens de confirmer ce que je viens de dire. Ouais. Voilà, et donc ça a été comme ça jusqu'au moment où elle m'a embarquée chez l'ophtalmologue. Elle a expliqué en 2-3 mots les symptômes que j'avais. L'ophtalmologue m'a fait passer devant tout le monde. Elle savait déjà. Ouais, d'accord. Un enfant d'1 an et demi, elle savait déjà. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les gens arrêtent d'avoir ce genre de clichés rapides et de jugements rapides, justement? Est-ce que ce serait un message qu'on devrait faire passer? Oui, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors moi, il se trouve aussi que ma profession de base, c'est psychologue. J'ai travaillé aussi dans ce milieu-là et je sais aussi que les médecins savent pas faire. C'est pas quelque chose que forcément, si c'est pas quelque chose qu'ils ont intrinsèquement ou qu'ils cherchent à développer, c'est vrai qu'on leur apprend pas forcément non plus à l'école. Tout ce qui est humain. Les cours de psycho, c'est du vite fait. On le ressent sur la façon d'annoncer un verdict aussi. Ouais. En général, c'est une petite pièce avec une boîte de mouchoirs sur la table. Ouais. Et avant même qu'on ait dit quoi que ce soit, on sait que c'est ça en général. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer? Toi qui es psychologue, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme suggestion pour améliorer la situation? Parce que je crois que les médecins s'en rendent compte eux-mêmes. Annoncer un cancer en phase terminale ou même un cancer tout simplement, même bénin, c'est difficile. On est des humains. C'est difficile. Est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer? Parce qu'en fonction des gens, aussi, chaque personne est différente. Donc, ça veut dire que il y a ce constat, mais à côté, il y a sans guidance, on peut s'exposer au pire dans la façon d'annoncer. Et c'est ça qui, moi, me travaille. Parce qu'il faut vraiment la capacité à s'adapter à chaque patient.
pour qu'ils s'engagent aussi dans un processus de traitement. C'est où je mets le curseur entre la connaissance médicale, médecine pure experte et la connaissance de l'humain pour avoir un peu d'empathie suffisamment que pour prononcer et cerner la personne pour lui annoncer son verdict. Ouais, et en même temps, les médecins doivent se protéger aussi. Voilà. Il y a tellement de variables à prendre en compte. Mais c'est clair que l'annonce de la maladie peut être d'une violence. Moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai tout connu. Pardon de t'interrompre, mais la critique est facile. Par contre, proposer des solutions, c'est un challenge. La question que je te pose, c'est ça, c'est finalement, quelles solutions pourrions-nous proposer au corps médical pour peut-être mieux gérer ces effets d'annonce qui peuvent être quand même très ravageurs. Je pense que c'est aussi une position de ne pas se mettre en position de sachant, de ne pas se dire, enfin voilà, on va un peu se mettre, appliquer quelque chose un peu tout fait pour tous les patients. Et d'avoir la capacité à sentir aussi la personne, de poser des questions ouvertes aussi et de voir un petit peu comment on peut demander simplement à la personne, rien que ça, de quoi elle a besoin. Ouais, pas mal. Et là, on sent que tu maîtrises bien ton métier. Simplement, parfois on se dit, parce que le médecin aussi, il peut parfois peut-être être pris un peu dans le dire « Ah, je suis médecin, il faut que j'assure, quoi. Il faut que je sois un peu la personne qui assure. » Mais il a aussi, parfois, moi je sais pas. On est dans une situation où il s'agit d'humain à humain. Voilà. Et donc c'est vraiment ça. Les médecins, j'ai connu vraiment le pire du pire. Et j'ai aussi des médecins extraordinaires. Et ils sont extraordinaires pourquoi ? Pas parce qu'ils savent tout. Pas parce qu'ils me disent « je vais vous guérir ». Pas parce qu'ils se disent parfaits. Mais parce qu'ils disent « en tout cas, cette bataille, on la mène ensemble ». Et je pense que ce qui distingue le bon praticien du mauvais praticien, c'est quand même l'humilité aussi. La capacité à se dire... Parce que pour un même cancer... Une même personne, ça peut être une issue différente. Donc au final, qu'est-ce qui fait qu'une personne ça va ? Donc il faut rester humble face à la maladie. On peut pas... J'adore tes mots. J'espère qu'un maximum de thérapeutes les entendront. Je pense que ce message est puissant, qu'il est important et je ne veux pas ici dans une position de dire on va faire la leçon de morale, ni encore moins dans une position de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des exceptions dans tout et tout le monde n'est pas catalogué. Mais il y a malheureusement des constats et on entend souvent des témoignages où les gens ont des épreuves à l'annonce. Et c'est pour ça que je t'ai posé ces questions. Ça tombe bien, c'est ton métier, donc je crois que c'était bien pertinent et utile. On va revenir au relais, à des choses un peu plus positives. Aujourd'hui, on est dans le partage, dans l'esprit de communauté. Est-ce que tu ressens, cette communauté avec le relais pour la vie ? Oui, C'est quoi la formule magique, d'après toi, qui fait que ça fonctionne comme ça ? Déjà, il y a le côté où on est sur une commune. Donc c'est vrai que peut-être il y a des gens qui se connaissent. C'est local. Il y a un côté local, voilà. Et puis j'ai rencontré, je sais plus si c'était patronné, des petits scouts. Enfin voilà, on a embarqué un peu la jeunesse là-dedans. Et il y a un peu, je vais dire, tous des différents lieux d'une même commune qui vont finalement s'unir autour d'une même cause. Et plusieurs expertises différentes, et des stades un peu sur tout. Oui. C'est magique. C'est chouette et c'est chouette aussi parce que c'est vrai que après moi, au quotidien, c'est parfois très seul face. Et là aussi, il faut rester très humble quand on fait de la protection animale parce que on peut pas sauver tout le monde. Là aussi, on peut pas sauver tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a toutes les émotions aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient des choses très tristes et 5 minutes après, c'est l'espoir qui surgit, quoi. C'est vraiment un mélange un peu... Est-ce que cet événement te ressource ? Oui. Ça t'apporte quelque chose ? Ah oui. C'est rien que les rencontres. Rien que ça. Je te confirme que c'est magique. J'en ai les larmes aux yeux depuis tantôt tellement c'est magique. Rien que de rencontrer des gens... J'appelle ça la good vibe. Ouais, voilà. Et le truc se fait, on se met à se parler, à se raconter des petits trucs, et puis après on se reverra plus jamais, mais juste il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Oui, et puis il y a des gens qui tout d'un coup font des formules de politesse. Ils se rendent très vite compte qu'ils ont plein de points communs sur la souffrance, la maladie, le partage, le déposer. Et le déposer, c'est puissant parce qu'on écoute l'autre et on entend une autre version de ce qu'on aurait pu appréhender soi. Et c'est marrant parce que du coup, sur notre stand, ça passe par le chien. Il sert d'intermédiaire de dialogue. On est un peu dans la posture, on se connaît pas. Et puis on parle du chien, et puis à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, on passe au-dessus. Et hop, on parle de nos expériences. Et le chien, voilà, aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a évidemment tout ce qui est médiation animale et tout ça, et les chiens dans les hôpitaux et tout ça, ça c'est aussi... La thérapie par les animaux, c'est aussi tout un sujet. Je vais devoir te réinviter à mon micro, tu sais. Est-ce qu'on peut laisser un message de clôture aux auditeurs et aux auditrices pour les motiver sur plusieurs aspects ? Quel message on leur dirait pour s'impliquer dans le relais pour la vie de Bren dans le futur ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour qu'il y ait des gens qui nous rejoignent ? Qui rejoignent cette grande solidarité. Et en fait, au début, on disait mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Et c'est comme dans la protection animale, c'est que un petit geste peut faire la différence. Exact. Alors, ça peut être un mot, ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être aussi un peu d'argent. Parfois, il y a des gens qui disent je suis désolé, je peux vous donner que 5 € par mois. Mais s'ils savaient... Tout ce qu'on peut faire avec 5 € par mois fois X personnes, ah oui, c'est ça. En fait, ce qu'ils oublient, c'est le fois X personnes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est qu'eux, ils ont l'impression qu'à leur niveau, ça change pas grand-chose. Mais si tous les Belges, ou même toute une province, donnaient 5 € par mois, on peut changer. Et moi, je pense aux activités dont j'ai pu bénéficier quand j'étais enfant.
par des ASBL qui venaient un petit peu se dire les enfants qui ont un cancer, ils ont besoin d'école, ils ont besoin de faire des activités. Ça a changé ma vie. Vraiment, ça a changé ma vie. Donc on peut changer la vie de quelqu'un. Et si on peut pas donner d'argent, parce que vraiment il y a des gens qui regardent à l'euro près chaque mois, ça existe. Parlez de l'événement, autour de vous. En parler, Voilà. ou même venir. Il y en a qui peuvent venir faire du bénévolat, qui peuvent venir aider. On peut aider aussi autrement qu'en On a donnant de besoin de l'argent. petites mains aussi. Voilà. Beaucoup de petites mains. Donc il faut faire, peu importe comment, mais il ne faut pas rester passif face au malheur dans le monde. Il faut faire ce qu'on peut à notre niveau en fonction de nos capacités. En fait, auditeurs et auditrices, vous avez un super pouvoir aujourd'hui en nous écoutant. Et dans ce super pouvoir d'écoute et de compréhension et d'accueillir les paroles de chaque partage, vous avez encore des actions possibles magiques que vous pouvez faire. Alors, vous n'avez pas d'argent, pas de problème. Vous avez entendu ce podcast, vous l'avez découvert, eh bien faites un like, un partage, rediffusez-le, parce que en le faisant, on va peut-être avoir la chance que ce podcast soit écouté par quelqu'un qui a un peu de moyens, qui pourrait faire un don déjà. Donc vous voyez, vous avez déjà un super pouvoir magique. Le deuxième super pouvoir magique que vous avez, c'est que vous n'étiez pas là aujourd'hui, peut-être êtes-vous souffrant, peut-être à l'hôpital, ou en incapacité de vous déplacer. Eh bien, ne soyez pas frustrés, vous avez aussi votre voix qui peut porter et votre parole peut se déposer. Comment ? Dans le texte de ce podcast, je le rappelle, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous avez un bouton enregistrer, il faut avoir un micro évidemment connecté à l'ordinateur, vous enregistrez, vous réécoutez autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que votre message vous convienne, n'oubliez pas de vous présenter, vous n'êtes pas obligé de donner le nom de famille, mais présentez-vous un minimum, dites-nous pourquoi vous laissez un message et ce que vous voulez dire. Quand le message est prêt, que vous l'avez écouté, vous indiquez votre email, vous faites envoyer, je le reçois. Quand je le reçois, je fais un petit montage et un peu de temps plus tard, c'est diffusé sur la chaîne podcast et les gens pourront l'entendre, l'écouter, réagir. Vous pouvez aussi faire à notre invité un petit message vocal pour la féliciter, la remercier, lui poser une question. Je le transmettrai. Ça me fera super plaisir. Avec joie. Merci beaucoup. Et alors, bien entendu, le relais pour la vie, c'est un appel avant tout au don. Et donc, si vous avez ne fût-ce que 1 euro de don possible, faites-le. Ça a un poids. Donc, ne le négligez pas. Merci de votre écoute et à très bientôt.